Bonsoir, ici Jean-François Lépine. Je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre. Ce soir, on vous propose un documentaire exceptionnel sur une famille qui a marqué toute une époque du Québec. La famille Simard, ou ceux qu'on appelait les Simard de Sorel. 3 frères, Joseph, Édouard et Ludger. 3 fils d'un marin de Charlevoix qui ont bâti à Sorel, près de Montréal, ce qui sera pendant plusieurs décennies un des plus grands empires industriels du Québec. 3 chevaliers de l'industrie qu'on appellera aussi les princes de Sorel parce qu'ils ont su utiliser leur influence à l'époque auprès des milieux politiques pour obtenir les contrats gouvernementaux qui feront leur fortune. Pendant 30 ans, de 1930 à 1960, les frères Simard exerceront un pouvoir qui s'étendra à l'ensemble du Canada et même au-delà des frontières du pays. Mes collègues Nicole Messier et Isabelle Albert ont reconstitué l'histoire de la famille Simard à partir des archives de l'époque, mais aussi à partir des témoignages des héritiers de la famille, et en particulier pour la première fois à la télévision, celui d'André Simard, l'épouse de l'ancien premier ministre Robert Bourassa. Voici donc l'histoire des princes de Sorel. Il y avait entre eux ce genre de communication, ce genre d'amour fraternel qui venait de loin. Autant Ludger restait à l'usine à vérifier la production, à voir est-ce que tout fonctionne bien, et Joseph qui menait les stratégies et qui voyait aux achats, aux échanges d'actions et des choses comme ça. Édouard allait pour les carnets de commandes, allait les remplir. Alors, chacun avait bien sa tâche et je pense que, comme ça, ils se complétaient. Sur le plan personnel, ils étaient prêts aussi. Ils avaient du fun ensemble quand ils se réunissaient, quand ils allaient à la chasse ensemble. Puis, hey, j'ai dit, bon, c'était ça le style, c'était balai du doté, puis c'était, voyons, le Richelieu d'été, puis c'était le garage qui bas, puis le magasin qui bas, puis le City, puis c'était ce qui bas partout. M. Joe, c'était la tête. Édouard, c'était, comme on disait, la gueule. Et M. Ludger, c'était le cœur. Vous savez... Bien avant que Robert Bourassa ne réussisse à devenir, en 1970, le plus jeune premier ministre du Québec, bien avant son mariage en 1958 dans la famille Simard de Sorel, les mythes et les légendes autour du clan qui a constitué une des premières grandes familles d'industriels canadiens-français avaient commencé à se multiplier. L'épopée qui a mené les descendants de Joseph Simard et de Sédulie Tremblay de Baie-Saint-Paul à construire un véritable empire sur la rive sud du Saint-Laurent est tout aussi extraordinaire que mystérieuse et méconnue. Il est une ville au bord du fleuve où s'arrêtèrent un jour 4 fils de navigateurs. Le seul document audiovisuel sur la grande et la petite histoire des Simard est un documentaire de l'ONF sur les grands bâtisseurs canadiens-français. Réalisé avec la coopération d'Édouard Simard, pour qui le journaliste René Lévesque manifeste une fascination évidente, ce dossier réussit à jeter une certaine lumière sur l'empire Simard. C'est ici que la destinée des frères Simard s'est préparée au pied d'un cap imposant, à quelques pas des battures lavées par le montant. Avant d'arriver jusqu'à de tels sommets, on voudrait bien voir un peu ce qui les a préparés en montant, si vous pouvez, jusqu'au petit gars que vous avez été. L'explosion de la dynamite me fascinait. Papa était un très bon raconteur, comme vous savez. Puis, il aimait raconter des histoires qui s'étaient passées quand il était tout jeune. Comme par exemple, lorsque la ligne de chemin de fer a été construite entre Québec et Baie-Saint-Paul, il s'amusait à nous raconter qu'il allait échanger des œufs contre des capes ou des bâtons de dynamite pour jouer des tours, mais enfin, tout ça. Alors, on venait juste
de charger la dynamite en dessous de la roche. On avait percé nos trous avec une barre de fer, puis on avait allumé notre mèche, puis on se sauvait, nous autres, à une certaine distance pour pas qu'il y ait aucun danger. Et en se sauvant, on voyait notre grand-père qui marchait, qui venait voir qu'est-ce qu'on faisait là. Je pense qu'à un moment donné, il jouait avec la dynamite. Et puis la dynamite a sauté, puis le grand-père venait de passer, où je pense que là, il a eu pas mal peur. Je vous assure que quand on a trouvé que notre grand-père avait été juste un peu égratigné, on a eu la volée, mais elle était douce. Rien ne prédestinait Joseph Simard à mettre au monde une lignée qui serait qualifiée, au milieu du 20e siècle, d'un des clans les plus riches et les plus puissants du Québec. C'est du moins ce que raconta Édouard Simard lorsqu'il écrivit à l'intention de ses frères et sœurs la petite histoire de la famille. Un 24 décembre, comme ça, il se sentait inspiré. Papa était romantique quand même. Et là, il avait reçu l'horloge qui était dans la maison de à l'abbé Saint-Paul. Et voyant lui remettant cette horloge, ah là, ça a fait éclater quelque chose en lui. Et là, il a repassé toute son enfance, les naissances, et c'est comme ça, devant cette horloge qu'il avait devant lui, son calepin, là, il a relaté la naissance, la mort, en fait, les événements importants qui se sont passés dans cette maison de l'abbé Saint-Paul. Chère horloge, ça fait un bail que tu es avec nous. Mon père t'installa dans sa maison dès son mariage en 1887. C'était un homme sérieux. Il n'avait que 3 ans quand son père se noya sur la côte nord. Très jeune, il prit le chemin des chantiers ou de la navigation pour soutenir sa mère et sa sœur. Mon père était loin de se douter que le Saint-Laurent qui avait avalé son propre père marquerait toute sa vie à lui et ferait la fortune de ses fils. En 1896, l'année où Wilfrid Laurier prit le pouvoir à Ottawa, mon père, qui était un bleu, perdit ses élections. Mais il finit aussi de construire sa goélette, la Bienvenue. Elle avait 60 pieds de quille. À l'occasion de son premier voyage avec une cargaison qu'il ramena de Québec à la baie Saint-Paul, les gens ayant appris avant son arrivée qu'il avait battu tous les records de vitesse, s'assemblèrent sur la berge en disant entre eux « Elle est bienvenue ». De là le nom sous lequel elle fut connue. « 1903 fut la pire année de ma vie. Ma mère tomba malade, j'avais 6 ans. Marie en avait 16, Joe 15, et nous les autres, Arsène, Lucie, Ludger, Lydine, Ursule et moi, nous suivions. Malgré les neuvaines des religieuses auxquelles le bon Dieu resta sourd, ma mère mourut tôt le matin du 30 avril, abandonnant 8 orphelins et un époux qui était sur son départ pour sa saison de navigation et de gagne-pain sur le Saint-Laurent. Quelques jours après notre départ en goélette, il survint une tempête durant laquelle 2 mâts furent arrachés. Le père nous enferma, nous, les enfants, dans l'unique chambre que nous avions à bord. Il nous avait placés là pour nous trouver réunis dans la mort, puisqu'il s'attendait à un naufrage. On a failli se perdre à plusieurs reprises, à tel point que mon père avait décidé que c'était la dernière fois qu'il partait le printemps et revenait l'automne, et qui devait essayer de naviguer pour être plus proche de sa famille, voir à l'éducation des enfants. Moins de 2 ans plus tard, les 2 Joseph s'embarquent sur le vieux bateau Saguenay, le père comme capitaine, le fils comme garçon domestique pour servir les repas aux matelots. Il y avait mon frère, Joe, le plus vieux, qui avait été aussi bellboy, messroom boy à bord des bateaux, ensuite news agent, baggageman. Alors, c'est lui qui portait les bagages. Alors, quand la saison des Américains arrivait, bon, ben là, par les bagages, il voyait ceux qui allaient donner un bon pourboire. En 1909,
Joe Simard décide d'abandonner sa petite vie de marin et il s'installe à Sorel, où vit Marie, sa sœur aînée, qui est maintenant mariée. Il a 21 ans, il parle anglais et obtient facilement un emploi de commis à l'hôtel de ville. Il ne sait pas qu'il vient de jeter l'ancre dans ce qui deviendra bientôt le royaume des Simard. Joe est heureux sur la terre ferme de Sorel. Très vite, il obtient des promotions et devient surintendant du département du gaz. 5 ans plus tard, il épouse Rose Blanche Pontbriand, la fille de son patron, Arthur Pontbriand, président de Sorel Light Heat and Power. Ensemble, ils auront 7 enfants. Quand mon père a épousé ma mère, bien, comme il n'y avait pas d'argent, il a habité chez mon grand-père Pontbriand pendant quelques années. Après ça, les enfants se sont mis à arriver un après l'autre. Il y a des gens à l'époque qui ont dit « On sait bien, Joe Simard, ça l'a aidé pour partir en affaires, d'épouser une Pontbriand. » Quand votre père entendait ça, qu'est-ce qu'il disait? Je pense que ça y passait 100 pieds par-dessus la tête. Joe ne demeurera pas longtemps dans l'ombre des Pontbriand. Bientôt, toute la région de Sorel connaîtra le nom des Simard. En 1917, Joe pose le premier jalon de ce qui deviendra l'Empire Simard. Il achète, avec 2 associés, le petit chantier maritime Manceau. Chantier Manceau, c'est un petit chantier qu'ils ont acheté pour 15 000 je pense. Ensuite, ils ont acheté une compagnie de dragage. Puis là, les contrats de dragage sont arrivés. Puis le dragage est devenu très important. À un certain temps, il y avait, je pense, 9 dragues. Hein? Et les remorqueurs, les chalands qui allaient avec. Grâce aux initiatives de Joe, les chantiers prennent de l'expansion. Je dirais que mon oncle Joe était celui qui avait la plus grande facilité avec le monde des finances. C'est un magicien des finances. En 1927, il nomme Édouard, qui est un jeune électricien déjà doué d'une forte personnalité, directeur gérant des chantiers Manceau. Arsène travaille pour la Price, au Saguenay, et Ludger s'est exilé à Tracadie, au Nouveau-Brunswick. Comme ils n'étaient pas très instruits, ils ne pouvaient pas penser à aller à l'université ou d'avoir des carrières libérales. Donc, qu'est-ce qui leur restait, en fin de compte, c'était les affaires. Au début des années 30, Joe s'intéresse de plus en plus à la construction maritime et au dragage du fleuve. Il a commencé à faire fortune et veut s'entourer des siens. Il décide de réunir tous ses frères et sœurs autour de lui. Ludger, le plus sérieux des frères, vit à Tracadie, au Nouveau-Brunswick. Il y a eu un magasin général, il y a eu une manufacture de manches à balai, et puis je vous garantis pas qu'à ce moment-là, qu'il pensait de devenir PDG de Marine Industrie. En 1918, il a épousé une Acadienne, Clara Arsenault. Si je me souviens bien, ma mère m'a raconté que quand elle a vu papa à l'église, elle a dit « Celui-là, je le marierai ». Lui, il en parlait moins, parce qu'il avait dans son idée, je crois, de retourner au séminaire de Québec, d'où il venait. Il voulait devenir prêtre. Oui, il voulait devenir prêtre. C'est un pratiquant. Et puis, les personnes qui ont conduit mon père, exemple, la voiture, il y en a eu 2 dans sa vie. Ces gens-là, malgré eux, ont appris le chapelet, parce que c'était le chapelet en famille, ou dans la voiture, ou dans la maison. Et à quelques reprises, il tenait des seins après. Mon oncle Ludger était, si vous voulez, le philosophe. C'était le type qui cimentait, si vous voulez, peut-être Édouard et Joe et Arsène. Maintenant que Ludger, le bourreau de travail, a accepté de s'installer à Sorel et qu'il y élève ses 11 enfants, les frères Simard commencent à imprimer leur nom dans la région. Ils deviennent non seulement des experts en dragage, mais Joe, Édouard et Ludger s'avèrent des hommes d'affaires redoutables. Arsène disant de lui qu'il est le 4e des 3 frères Simard. C'était une famille unie. Les 3 frères sont restés. Il y a eu des moments où les discussions étaient vives. Puis les décisions, des fois, aussi, étaient
n'était pas facile à trouver. Mais c'était des hommes qui se respectaient et qui étaient unis. Joe multiplie les acquisitions et les fusions, de sorte qu'il devient le plus important employeur de la région de Sorel. Les chantiers Manceau n'ont plus à la fin des années 30 qu'un seul compétiteur important, le gouvernement fédéral, qui a ses propres chantiers maritimes. En 1937, Joe Simard va prouver qu'il est un maître financier. Il offre au gouvernement fédéral d'acheter pour $1 million sa flotte de dragage en lui promettant qu'une entreprise privée peut faire aussi bien, sinon mieux que le gouvernement. Joe Simard promet en plus au libéral Mackenzie King d'essayer de maintenir les 1000 emplois. Nombreux sont ceux qui crièrent au scandale, d'autant que les Simard étaient considérés comme d'importants souscripteurs à la caisse électorale du Parti libéral. Marine Industrie vient de naître. Ludger Simard est nommé directeur gérant des nouveaux chantiers maritimes. Joe, qui est l'actionnaire principal, est de moins en moins à Sorel. Il travaille surtout à ses bureaux rue Peel à Montréal. Il installe sa famille dans une luxueuse maison de Westmount, où il mène une vie rangée. C'était une grande maison à Westmount? Très grande. Il y avait, je crois, 49 appartements, 9 salles de bain. Il y avait la cuisinière, puis il y avait celle qui servait la table, puis il y avait celle qui faisait le lavage. Après ça, il y avait un autre homme de Sorel qui venait pour faire de l'entretien. Puis on était 2 chauffeurs. Il y avait moi qui était pour monsieur, un autre qui était pour les enfants. J'avais des gants dans différentes sorties. Là. On avait des gants pour, surtout quand je sortais avec la Rolls-Royce. Mon oncle Joseph avait une tenue vestimentaire qui n'était peut-être pas de tous les jours, qui était peut-être un petit peu en dehors de l'ordinaire. Il avait son tailleur à Montréal. Papa avait des belles jambes minces. Alors, c'était toujours bien coupé. Comme beaucoup de millionnaires de l'époque, Joe passe ses hivers en Floride, où Claire et Louise, les 2 plus jeunes de ses enfants, vont même à l'école. Mais que ce soit d'une de ses luxueuses maisons ou de ses camps de pêche du lac Carolus ou de la rivière Ouachikoute, Joe comprend vite que les affaires et la politique sont cousins germains. Le libéral Mackenzie King lui a vendu des chantiers. Il y a des gens qui parlent en faveur de l'employeur. Bien sûr, à Québec, le premier ministre unioniste fulmine. Maurice Duplessis trouve que la famille Simard de Sorel emmène trop large. Il n'est donc pas mécontent de voir en 1937 les centaines d'ouvriers des chantiers des Simard débrayer et paralyser la région. C'est plus qu'une grève. Il y a eu une espèce de révolution, ça. Elle avait été CSL, mais c'était pas la CSL dans ce temps-là. C'était la CTCC. Puis il y a resté beaucoup d'amertume, puis beaucoup de malaise des 2 côtés. Parce que ça a été très, très, très dur. Ah, c'était triste et épeurant aussi. Parce que nous étions tellement près de l'usine. On recevait des boulons à la maison, les vitres ont été fracassées. Je les entendais crier. J'étais avec mon petit frère à ce moment-là et puis ma mère. Et comme mon père n'était pas avec nous, je m'inquiétais parce que j'avais peur qu'il soit la proie ou la victime de tous ces gens que je sentais vraiment pas de bonne humeur. Le curé de la paroisse de Saint-Pierre de Sorel, le futur monseigneur Desranleau, se mêle du conflit et prend parti pour les ouvriers. Il dénonce avec véhémence la famille Simard, qu'il qualifie publiquement de clique de Sorel. Incapables de régler le conflit, les frères Simard auront besoin de l'aide de Maurice Duplessis pour ramener l'ordre dans leur chantier. Et c'est là qu'on est devenu un peu Maurice Duplessis, parce qu'il nous a envoyé tous ces policiers. Et c'est pour ça que mon jeune frère s'appelait Maurice, en honneur de Maurice Duplessis. Malgré que vous soyez une famille libérale? Oui, mais il avait été très, très bon pour nous.
Les rumeurs de guerre imminente en 1938 vont amener les frères Simard au sommet de leur talent d'industriel. C'est en lisant le journal que Joe apprend que la très importante compagnie française Creusot, qui emploie 25 000 ouvriers, vient de vendre ses opérations en Tchécoslovaquie. Schneider, le patron de Creusot, un fabricant d'acier, a donc beaucoup de comptants dans ses poches. Et les frères Simard décident de devenir fabricants de canons pour profiter des liquidités et de l'expertise de la multinationale française. Tous les fonds que M. Schneider avant Tchécoslovaquie étaient available, puis c'est là-dessus que M. Joe s'est basé pour envoyer Édouard. Ils ont de l'argent là, ils ne savent pas où la mettre. Peut-être qu'ils pourraient l'investir ici. Là, c'est Édouard qui est parti. Comme dit toujours avec sa valise, il est allé vendre Sorel. La main-d'œuvre de Sorel, les ouvriers de Sorel. Ainsi, pendant que Ludger veille aux affaires familiales, les deux frères s'embarquent pour la France. Deux Canadiens français rencontrent l'un des plus grands industriels du monde et ils essaient de le convaincre que le Québec et Sorel sont des endroits idéaux pour construire des canons. Édouard, surtout, manifeste un talent de vendeur exceptionnel. M. Schneider a été hypnotisé par la façon qu'Édouard se comportait, puis sa façon d'avancer, puis l'audace, surtout la confiance qu'il y avait dans ce qu'il disait. En Europe, Édouard et Joe sont initiés à la richesse de la grande bourgeoisie. Grâce au charme incroyable qu'exerce Édouard sur Eugène Schneider, les deux hommes, l'aristocrate français et le prolétaire de Baie-Saint-Paul, se lient d'amitié. M. Simard me rencontre une fois, il dit, j'étais avec le bonhomme Schneider, il dit, au casino de Paris, puis Joséphine Baker, il dit, elle chantait, je cherche un millionnaire, il dit, je me suis levé debout, puis j'ai dit, viens ici, il y en a deux. Pour son association avec les Simard, Schneider avait posé la condition que Marine Industrie obtienne les contrats de l'Angleterre pour la fabrication de canons. Édouard se fait aider de ses amis du gouvernement fédéral. Et puis mon père a toujours eu aussi, de par ses fonctions, beaucoup de contacts politiques, comme par exemple au niveau fédéral, son grand ami C.D. Howe, à l'époque, était un ministre senior au cabinet fédéral, avec qui il a transigé l'avenue de tous les contrats de canons lors de la dernière guerre mondiale. Le 17 août, sur l'emplacement de l'ancien chantier maritime du gouvernement, on entreprend la construction des usines de la nouvelle compagnie, Sorel Industries. Ludger tenant la barre de Marine Industrie, Édouard est sur le point de jouer son avenir et sa réputation. Les industries Simard, en association avec les messieurs Schneider du Creusot, avaient commencé la démolition des anciens chantiers maritimes de Sorel pour faire place à une vaste usine. C'était, je crois, le premier complexe du genre en Amérique. Aux États-Unis, pour faire les tubes, c'était une compagnie. Les forgings, c'est une compagnie. Faire le traitement thermique, c'était des compagnies. Faire les castings, c'est une compagnie. Nous autres, on faisait ça, tout ça sous le même toit. Tout le monde tourna les yeux vers Sorel. Les industriels Simard venaient de naître dans l'opinion publique. En août 1939, commençait la construction des usines de Sorel Industries. Puis, en septembre, la guerre éclate et au printemps 1940, la France tombe aux mains des Allemands. À ce moment, l'Angleterre demande non plus 100, mais des milliers de canons. De son côté, le gouvernement canadien veut augmenter la production du canon de 25 livres. Les Simard sont sur le point de devenir des magnats de l'armement. C'est en 1941, au mois de juillet, que les premiers canons de 25 mm ont été livrés. Les prix et la qualité de nos canons sont inégalables, car ils coûtent moins cher qu'en Angleterre. Puis, nous ajoutons à notre production des obus de 240 mm et des canons de 105 et 152 mm commandés par le gouvernement américain. À Sorel Industries, on était 3000 quelques cents. Mais il y avait aussi Marine Industries qui était dans la construction des bateaux. Et puis, où ils sont venus à un chiffre de 7000 employés à certains moments. Alors, pour une ville comme Sorel, 10 000 employés, ça venait d'un peu partout autour. Vous savez, c'était un grand chantier.
L'affluence de ces travailleurs nécessite la construction de centaines d'habitations, de maisons de pension, de dortoirs, de cafétérias. Pendant 5 ans, tous ces milliers d'ouvriers poursuivent leur travail 24 heures par jour, et les noms de Sorel et des Simard sont portés aux 4 coins du monde. Les canons de Sorel ont la réputation d'être les meilleurs canons de campagne de la guerre. Ils font leur apparition sur les champs de bataille, en Afrique du Nord, en Russie, dans les îles du Pacifique, en Égypte, où ils contribuent à la défaite de Rommel. Winston Churchill a fait un discours et a dit « Without the 25-pounders, we would not have won the war. » Ça, mon père, ça l'avait beaucoup plu. C'est un grand compliment. Édouard Simard apparaît comme un géant. Les légendes autour de son personnage se multiplient. Il a même dit une fois aux Américains, quand on lui a posé la question, « Édouard, veux-tu nous donner la clé de ton succès? » Ah, il dit, c'est facile. Il dit, vous autres, au camp, il dit, vous pêchez, puis quand ça arrête de mordre, vous rentrez. Moi, il dit, je pêche tant qu'il y a de l'eau. Je pêche tant qu'il y a de l'eau. Ça veut dire de la persévérance sans limite. C'était sa force. C'est la vie qu'il avait, mordre dans la vie. Il aimait la nature, il aimait les fêtes, il aimait le bon scotch. En fin de compte, il aimait les belles femmes aussi. Je veux dire, c'est un homme que j'ai jamais vu déprimé. Et constamment, on sentait que la vie valait la peine d'être vécue. Et malgré les difficultés, il rebondissait tout le temps. Le soleil était beau, il faisait une belle journée et il entreprenait toujours quelque chose. Édouard, quand il venait chez nous à la maison, exemple, c'était le type qui était vraiment jovial, qui faisait des farces. Il était chaleureux, il était détendu, plus que mon père et plus que Joseph. À l'occasion, sa femme pouvait lui dire « Édouard a un peu de retenue ». Mais c'était un petit peu le bout en train. Mon oncle Édouard avait ses chansons à lui. C'était quel genre de chanson? Mon oncle Édouard en avait une que ma tante Aurise n'aimait pas tellement. C'était Les jambes en l'air. Beaucoup d'humour. Ça, c'était sa marque de commerce. Puis je crois que c'est ça qui en a fait le plus grand vendeur, qui a mis Sorel sur la main. Ah, c'était une belle période. Je n'arrêtais pas. Ah, que j'ai aimé ma vie publique. Les sorties, les discours, la politique. Eh oui, la politique. Il était passionné par la politique. Il adorait ça. Pourquoi il ne s'est pas présenté en politique? D'abord, il a été invité à ce moment-là par M. King pour venir à Ottawa, puis être député à Ottawa. Et puis, Édouard aurait aimé faire ça. Il a refusé. Mais il aurait aimé ça. Il aurait été nommé, d'ailleurs, ministre des Approvisionnements, je crois, avec CDR, son copain qui était le boss du gouvernement. Mais son frère Joe n'était pas de cet avis-là. Il ne voulait pas le perdre. Et puis, il l'a dissuadé de faire ça. La réaction de ses frères a été négative. Il n'en était pas question pour aucune considération. Alors, il a laissé tomber immédiatement. Pendant qu'Édouard construit des canons à Sorel Industries, Ludger tient fermement la barre de marine, où pendant la saison de navigation, un cargo de 10 000 tonnes est produit chaque semaine. Joe demeure le grand patron, mais les affaires se font de plus en plus au téléphone. Et tous les soirs, un appelait l'autre. Je veux dire, le téléphone rouge marchait entre les trois. Et même le soir, maman me demandait de monter pour aller au lit. Et je disais, il faut que j'attende que papa ait fini de parler au téléphone parce que ça me fascinait. Quand la guerre prend fin, les frères Simard se sont construits un empire. Joe accentue sa tendance à s'isoler. Et Édouard se tourne de plus en plus vers son oasis du lac Slay, là où il chasse et pêche et retrouve en lui ses profondes racines de Baie-Saint-Paul.
Il commence à y rédiger son journal. Jamais je l'oublierai. C'est le 16 mai 1946 que j'ai eu le coup de foudre pour le lac Slay. Lorsque j'y ai mis ma ligne à l'eau la première fois, en une demi-heure à 4, nous avons sorti une quarantaine de truites de 1,5 livre à 2,5 livres. Ah oui, ce fut le coup de foudre pour le lac Slay. Une chose était certaine cependant, c'est que c'est moi qui bâtirais de mes blanches mains avec des logs en bois rond. Et là-bas, ben, il n'arrêtait pas. Il y avait un moulin assis, puis il a même fait un bac pour pouvoir traverser d'un lac à l'autre. C'est lui qui patentait ses histoires. Il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas. 30 juin 49. M. Saint-Laurent est arrivé au pouvoir avec 193 sièges. Les conservateurs, 46. Mardi, j'étais à Ottawa avec M. C.D. Howe, avec qui je suis revenu à Montréal en aéroplane. Je retourne à la maison avec la famille. André s'ennuie du pick-up, du piano. René et Claude préféreraient rester dans le bois. Madame Simard est reposée. Enfin, tout le monde a fait un bon voyage. Édouard vit mal les congédiements massifs que Sorel Industries doit opérer à la fin de la guerre. Nous essayons de rester en vie, de garder le contact avec l'industrie qui devient de plus en plus compétitive. Nous invitons beaucoup, recevons beaucoup de dignitaires et de personnages importants. Rien n'y fait. Le nombre des employés tombe de 3200 à 150. Sorel Industries, qui était un arsenal de guerre, survivrait-elle maintenant que la paix était revenue? Si les années qui viennent sont incertaines pour Sorel Industries, elles s'annoncent plus prospères pour Marine Industries, qui semble capable de soutenir les Simard en période creuse. Ludger, grâce à la construction et à la location de navires, mais surtout au dragage du fleuve, a l'avenir de la famille bien en main. Mon père était le type qui avait le nez sur la meule, donc il pouvait exécuter des contrats que Joseph et Édouard apportaient au chantier maritime. Est-ce que chaque fois que Ludger devait prendre une décision, est-ce qu'il devait consulter son frère Joe? Est-ce qu'il devait avoir son approbation? Il y avait une marge de manœuvre assez grande. Pour ça, à M. Joseph Simard, on annonce surtout les bonnes nouvelles. Les mauvaises? Oui, on essaie de les régler avant. On ne le dérangeait pas inutilement? Non. C'est lui qui appelle, là. Marine Industries construit 25 navires pour la France, un contrat de 5 millions. Sorel Industries va connaître un dernier sursis. 14 juillet 1950. Je reviens au camp accompagné d'officiers canadiens et américains venus visiter les usines de Sorel Industries. Encore une fois, la guerre nous donne un répit. On s'attend à un nouveau conflit mondial quand les communistes de la Corée du Nord déclenchent une attaque contre le Sud. Encore une fois, il fallait des armes. Sorel Industries allait être sauvé. Je bénissais le ciel que nous n'ayons pas décidé en 1945 de morceler notre arsenal. Un bon vent soufflait sur nous. C'est, côté marine, la construction de grands navires comme le Labrador, des navires d'escorte, des pétroliers, puis des traversiers, des frégates. Côté Sorel Industries, c'est la fabrication d'une arme de défense comme jamais il ne s'en est fabriqué au Canada. Un canon électronique. On a finalement obtenu un contrat pour fabriquer un canon qu'on appelait le 3.50, dans lequel entraient 28 500 pièces. Un bijou. Le 350, c'est un canon anti-aérien qui était placé sur les vaisseaux de guerre américains contre les avions. Ce canon-là, il était mortel, à 30 000 pieds dans les airs, dans un rayon de 50 pieds. La livraison des canons est prévue pour le 14 juin 1952. Une cérémonie majestueuse avec 5000 invités sous la tente est organisée pour saluer la livraison des premiers canons électroniques. Édouard n'endort plus la nuit.
C'est le moment que choisissent les employés de Sorel Industries qui veulent se syndiquer pour forcer la main de leur employeur. Il m'avait appelé lui-même, il dit, j'aimerais ça que tu viennes à cette rencontre-là. Un petit peu, moi. Je m'en vais là, il est en salle, lui, écoute. Puis, j'avais trouvé, j'avais trouvé. C'est là qu'il avait dit au gars, à un moment donné, « Et les boys, là, puis il parlait de même. Demandez-moi pas de faire un mariage d'amour. Non. Un mariage de raison, je suis capable de faire. » Les ouvriers de Sorel Industries obtiennent leur accréditation syndicale et les fameuses fêtes ont lieu. Toutes les têtes d'affiche politiques du pays sont à Sorel. Édouard et ses frères atteignent un sommet de notoriété et de reconnaissance qui ne sera jamais plus à leur portée. C'était une belle période et les décorations pleuvaient. 2 universités nous ont décerné des doctorats en sciences commerciales. Pas mal pour des petits gars venant de l'université de Baie-Saint-Paul. Mais toute bonne chose a une fin. La guerre s'est terminée et nos entreprises vieillissaient. Ces années-là ont été très pénibles pour lui, parce qu'il a vécu dans sa valise, il a fait le tour du continent, il est allé en Europe pour essayer de trouver d'autres produits pour remplacer les produits de la guerre. C'est le début de la fin du règne des princes de Sorel. Ludger reste PDG de Marine Industries, mais Édouard doit se rendre à l'évidence. C'est la fin de Sorel Industries. Peu habitué aux défaites, il tient les syndicats responsables de la chute de l'entreprise. Bien, vous savez, il faut se remettre dans le temps. Mon père avait un sens de la propriété très aigu. Pour lui, ce qui était à lui, ça lui appartenait. Et puis, avec la montée du syndicalisme au Québec, il s'est aperçu un bon matin, lorsqu'on a voulu l'empêcher de rentrer dans ses bureaux, qu'il venait d'être sapé, si vous voulez, de sa propriété. Je pense que ces usines, c'était à lui. Il tenait probablement pas assez compte du fait que les ouvriers font quand même partie intégrante d'une réussite dans une entreprise. Mais pour mon père, le fait de ne pas pouvoir entrer dans son bureau, c'était pour lui une attaque à la propriété privée, probablement, et d'autant plus que c'est lui qui l'avait créé. Avec la transformation du milieu de travail, mais aussi avec la lourde compétition des pays asiatiques, Édouard entrevoit le déclin de l'empire des Simard. Mais à la fin des années 50, un événement plus personnel allait le terrasser. On lui a dit que mon frère René faisait de la sclérose en plaques. Alors, c'était l'aîné de ses fils et il avait 19 ans, un enfant studieux et mon père voyait déjà sa relève et d'apprendre que c'était une maladie sans chance de guérison. Ça lui a fait une peine énorme et je pense qu'il s'en est jamais remis. Est-ce qu'il parlait de la vieillesse? Est-ce qu'il se sentait vieillir? Maudite vieillesse, il avait dit, tu sais, je l'avais entendu dire ça. Oui, et les dernières années, il était fatigué. « 22 juillet 1960. Déjà la fin de juillet. Et dire que ce n'est que la 3e fois que je viens au lac cette année. » Ce que je me souviens, c'est qu'il est parti au Lac-Slay parce qu'il devait préparer des fusils de chasse. Et puis, il a dû partir en très mauvaise forme parce qu'il a commencé à mourir au Lac-Slay. Puis quand je dis qu'il a commencé à mourir au Lac-Slay, c'est qu'il a fait une crise d'urémie. Je suis allé voir ma goélette qui dort, halée au flanc d'une montagne depuis 3 ans. Enveloppée d'une grande toile comme ensevelie. Et en me voyant l'air de dire « As-tu fini de branler? Qu'est-ce que tu décides? Me mets-tu à l'eau cette année? Ou suis-je destiné à pourrir à terre dans le haut du Saint-Maurice? » Son dernier texte, ça m'a pris longtemps avant de dire, puis encore, il parlait toujours en parabole.
avant de constater que c'est peut-être sa mort qui voyait s'en venir. Je deviens presque une disgrâce sur la grève de ce beau lac sauvage. Je suis la seule marque de civilisation toute blanche. Je suis comme un goéland mort que les vagues ont jeté au rivage. Édouard Simard est mort le 22 septembre 1960, à l'âge de 64 ans. 5000 personnes se sont massées le long du cortège funèbre et près de l'église pour lui rendre un dernier hommage. La famille Simard venait de perdre son âme, le ciment qui les liait tous. Mon père disait, tu sais, il disait ça à mon oncle J, on était une table à 3 pattes. Il dit, il manque une patte, il va falloir s'arranger. En janvier 63, Joe succombait à Miami. Ne restait que Ludger qui administrait les biens de la famille tout en continuant à diriger Marine Industries. C'est sûr qu'il a senti une responsabilité grandissante parce qu'il représentait tout de même des actionnaires majoritaires, là, qui étaient les enfants de Joseph et puis d'Édouard dans une minorité importante. C'est sûr qu'il s'est senti vraiment appesanti avec ce fardeau-là. En 1966, c'est au tour du dernier des princes de Sorel à mourir, après une longue maladie. L'année précédente, Ludger Simard avait vendu pour 12 millions 60% des parts de Marine Industries au gouvernement du Québec via la SGF, dirigée par Gérard Filion. À Sorel? Moi, je me rappelle quand Gérard Filion est venu à la maison, c'est moi que je l'ai conduit dans la chambre de papa. Et en revenant, M. Filion a dit ça va me prendre des bottes de salive pour remplacer cet homme-là. Alors, ça a été une histoire d'amour, je pense. C'était une histoire de compréhension. C'était une histoire de gens qui ont su se compléter pendant toute une génération pour construire cette... excusez-moi si j'emploie le mot empire, mais à l'époque, dans les années, on le disait, c'est l'empire des Simard.